C'est un costume que nous avons porté lors de notre dernier spectacle et que vous pourrez voir cette année porté lors de nos défilés. Le costume date des années 1900 ou 1910 et est localisé dans la presqu'île guérandaise. Nos recherches ne nous ont pas permis de mettre en avant un tenue ou un style particulier au coteau paludier, donc des portraits escalants. Donc ça représente vraiment toute la presqu'île guérandaise. Ce travail a été porté lors du travail dans les marais salants, aussi bien par les femmes que les hommes. Les vêtements sont issus de vieilles pièces de costume que les personnes venaient finir lors du travail dans les marais salants. On note dans notre terroir très tôt un abandon des costumes anciens au profit plutôt de costumes de style citadin. Donc vous pouvez retrouver sur les personnes, sur les danseurs présents, plusieurs styles, plusieurs couples, avec des pièces de costume à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. La volonté de notre cercle, c'était vraiment de présenter et de recenser des formes multiples de coiffure et de tenues possibles. On voulait donner un caractère pluriel à notre vestiaire, proche de ce que l'on pouvait retrouver à l'époque. Alors pour les éléments de costume féminin, ils se composent d'une culotte en coton qu'on ne vous montrera pas, un jupon blanc, on peut voir là, par-dessus, voilà, un jupon rayé, encore par-dessus une jupe, et enfin un tablier avec un caraco assez cintré. Très tôt à l'époque, on a un abandon des robes qui laisse plutôt la place à une association jupe et caraco. Pour ce qui est de la coiffure, eh bien, les coiffes ont laissé la place à un ou deux mouchoirs que vous pouvez voir portés de différentes manières sur une gâtre. L'objectif était essentiellement pratique, et bien dans les marais salants, il fallait se protéger de la réverbération du soleil. Pour les hommes, eh bien, on trouve un pantalon de travail ou un bleu de travail. On pouvait aussi avoir des pantalons de ville. À l'époque, les hommes qui travaillaient dans les marais salants travaillaient souvent également aussi dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc il était assez courant que le même pantalon soit utilisé aussi bien pour les marais que dans les chantiers navals. On peut trouver chez certains des bretelles qui sont maintenues par des boutons, pas pour tous, mais une ceinture de flanelle qui là, pareil, l'usage est très pratique, elle va être serrée bien fort afin de maintenir le dos pour se protéger lors du travail dans les marais à l'eau. On a une chemise, plein de portes possibles, souvent retroussées. Et enfin, un chapeau de paille à bord assez large, l'arrière, c'est-à-dire que se retourner, voilà, et remonter afin de ne pas gêner la personne lors de ses mouvements dans les marais. Et pour les chaussures, eh bien, vous voyez qu'on est majoritairement pieds nus. L'objectif aussi, c'était de ne pas abîmer la saline et de ne pas salir le sel. Certains ont opté pour des petites espadrilles sur moi un petit peu plus confortables pour les pieds. Et puis, il fallait bien pouvoir transporter le sel. Donc, ça se faisait dans des grandes jettes qui étaient plutôt rondes jusqu'au 19e siècle et ensuite à une forme rectangulaire. On pouvait mettre jusqu'à, comme on peut voir derrière, on pouvait mettre jusqu'à environ 35-50 kg et pour les plus vaillants, ça allait jusqu'à 70 kg portés sur la tête, où on allait venir poser une torche faite en toile de jute, enroulée, nouée soit devant ou derrière la tête. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la question imposée qui vous avait été envoyée. Et donc, pour rappel, qui était quelles sont les spécificités et l'évolution des chapeaux sur votre terroir? Tout à fait. On va commencer par les spécificités de ce chapeau, qui ne passe pas inaperçu. On l'a ici en présentation. Il est issu à l'origine des bicornes et des tricornes qui étaient portés au XVIIIe siècle un petit peu partout en France. Et on se l'est approprié dans le pays paludier. Donc, il est composé de feutre ou alors un tobé, c'est une sorte de feutre soyeux. Et on trouve donc ces liens de couleurs que vous pouvez voir qu'on appelle des chapelouses. Donc les chapelouses, à l'époque, elles étaient faites de soie ou de ruban de velours et elles étaient manufacturées, on pouvait s'en procurer facilement dans les merceries. À partir du 19e siècle, ce fut beaucoup plus compliqué de s'en procurer, donc on se mit à les faire soi-même. Et donc on utilisa de la laine et des techniques proches des
nœuds de filet de pêche, puisque nous sommes un pays côtier. Ensuite, spécificité de ce chapeau. Donc, on ne le porte pas de la même manière tout au long de sa vie. Donc, le jeune homme célibataire le portera avec la pointe sur le côté et la chapelouse à l'arrière. Le jour de son mariage, la chapelouse sera mise à l'avant. Il pourra aussi s'agrémenter d'un bouquet de coquillages sur la pointe du chapeau, comme on n'a pas là. Ensuite, une fois que l'homme est marié, il met la pointe sur l'arrière, et donc la partie relevée se trouve sur l'avant. Et enfin, si malheureusement vous venez à avoir un panetier avec la pointe à l'avant, c'est que ce monsieur n'a pas en vue. Merci. Donc, le chapeau était porté régulièrement jusqu'au XIXe siècle. Ensuite, le costume a été assez vite abandonné. Il était ressorti pour l'occasion des fêtes folkloriques, où les locaux reportaient leurs costumes, ou alors même mettaient leurs costumes pour les touristes qui venaient porter le costume et se faire prendre en photo et repartaient avec leur souvenir. Donc le costume a très peu évolué chez nous puisqu'il a été abandonné très rapidement. C'est pour ça que le chapeau a très peu évolué. On pense, mais on n'est vraiment pas sûr, qu'avant 1810-1820, la partie ronde au milieu là était plus petite et potentiellement les chapeaux n'étaient pas encore utilisés. On a d'autres chapeaux qui étaient portés dans le pays, principalement pour le travail du sel. Donc on avait l'hiver des bonnets rouges ou bruns qui pouvaient être utilisés, donc, comme les bonnets de marin en effet, comme vous pouvez retrouver par exemple à Plougastel, le bonnet rouge. On pense que nous c'était plutôt les bonnets marrons pour les adultes et les rouges plutôt pour les enfants. Donc l'hiver le bonnet, l'été le chapeau de paille pour les enfants, qui donc était retroussé. Et ensuite on a quelques autres chapeaux plus communs on va dire, qui ont pu se porter par la suite, tels que le canotier, la casquette ou le béret. Ils sont vraiment des formes plus de vie on va dire. Et à partir de 1930 on considère que le paladier n'a plus vraiment porté de chapeau. Et pour la dernière question, pouvez-vous nous préciser les différentes façons de poser le mouchoir? Bonjour. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de porter le mouchoir. On le voit sur beaucoup d'iconographies, sur beaucoup de photos anciennes, et puis aussi tout simplement par les mamies qui nous racontent ce qui s'est fait dans le mouchoir. À la base, les mouchoirs, on va utiliser plutôt le terme mouchoir précisément sur la partie nord, donc la Cascalan, mouchoir plutôt à Bassurien de l'autre côté. En fait, voilà, c'est toujours donc il y a le coiffage. Il y a le coiffage traditionnel, le même coiffage que pour poser la coiffe, hein, donc avec les cheveux qui sont tressés, le serrant et le filet qui est posé là. Et on commence effectivement par poser un premier mouchoir en forme de bandeau. Le terme n'est pas du tout traditionnel. Il n'y a pas de terme qui existait, on n'a pas en tout cas relevé de terme particulier. Donc voilà, Denis Coubeny a utilisé le terme bandeau, on le réemploie assez simplement. Donc un bandeau qui vient assez largement sur les sourcils. L'idée c'est quand même de générer une toute petite ombre au niveau des sourcils. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout dans le salon, on est en plein cagnard du matin au soir. Noué sur l'arrière. Ensuite, effectivement, il peut y avoir un deuxième mouchoir. Vous voyez, là, on a trois façons de le poser. On va dire que voilà, ici, il vient donc se replisser à cet endroit-là, être épinglé ici et être noué sur la partie basse, souvent sur le côté. C'est pareil, c'est une question de travail par rapport au port des outils. C'était plus embêtant de l'avoir ici. Et en dessous, donc c'est souvent sur le côté. On va retrouver une mode qui évoque souvent, en tout cas pour les gens qui voient nos costumes, quelque chose d'un peu saharien, un peu nord-afrique, mais finalement qui est très proche de ce que l'on porte dans Nord-Afrique, avec les deux pans du mouchoir qui est épinglé de part et d'autre. Donc là, c'est particulièrement utilisé quand il y a beaucoup de vent, pour se protéger de ça. Et puis on a l'entre-deux. On a effectivement la lisse qui a laissé un pan volant, et puis effectivement elle a juste accroché un des deux côtés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment, c'est pas une recherche esthétique du tout.
C'est vraiment pour se protéger du soleil, pour se protéger du vent. Et la même femme pouvait le matin, le soir, le lendemain, le surlendemain porter de manière différente ses mouchoirs. Ça dépendait aussi vraiment de